Du 25 au 31 mars 2024 a lieu le Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Il était naturel que la force de la non-violence y participe. Sophie Raby et moi avons décidé de vous inviter à découvrir et soutenir l'OVEO, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. On en reparle en fin d'épisode, mais vous allez sans aucun doute comprendre les raisons de notre choix en l'écoutant. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Sophie Raby-Bouquet accepte d'obéir à ses enfants. Voilà de quoi choquer nos habitudes culturelles, nos croyances éducatives et nos peurs de l'enfant roi ou tyran. C'est le monde à l'envers. Ouf, la fondatrice de l'école La Ferme des Enfants vous expliquera au cours de l'épisode ce qu'elle a vraiment voulu dire. Formée à la communication non violente, à la pédagogie Montessori et à l'éthologie humaine, entre autres compétences nombreuses qu'elle a développées, Sophie Raby a fondé avec son mari Laurent Bouquet l'Université Vivante, où sont proposées des formations en pédagogie alternative, gouvernance dynamique et permaculture. Elle a publié il y a peu un essai intitulé « Et si nous redevenions humains ?» dans lequel elle s'interroge sur les origines de la violence. Son constat est sans appel. Si nous continuons de refuser d'accompagner avec empathie nos enfants et de nous transformer pour être capables de répondre aux besoins des jeunes personnes, la société continuera à subir le joug des dominations et le cercle vicieux de la violence. Installée près de Toulouse à l'oasis de Poulard, mon invité n'a qu'un mot d'ordre pour mettre en œuvre cette fois un cercle vertueux. Prendre soin. Prendre soin de ce qui vit en elle, prendre soin de la terre, prendre soin des enfants pour qui elle espère rouvrir une école prochainement. Sophie Raby-Bouquet, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Ah, ça, c'est une grande question. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que la nuit, c'est pas le contraire de la lumière, c'est l'absence de lumière. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est que la non-violence, ce serait un état ou une situation où il n'y a pas de violence, donc pas de situation de domination, pas de prise de pouvoir. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, et notamment dans l'accompagnement des enfants. À quel moment vous vous êtes intéressée à la non-violence ? C'est une notion qui intéressait déjà beaucoup mes parents. Donc Gandhi, pour moi, c'était comme un membre de la famille, un peu comme Martin Luther King. Après, il y a eu Mandela. Et aussi, il y a évidemment une personne dont on a beaucoup parlé en famille, ça a été Jésus. Même si mes parents n'étaient absolument pas catholiques, plus, puisqu'ils ont lâché le catholicisme dans les années 60, après avoir été musulmans pour mon père d'ailleurs. Mais Jésus, la figure de Jésus, c'est toujours resté comme un ancêtre bienveillant, merveilleux, avec des intentions pures, qui parlait à mon cœur d'enfant, mais directement. Après, il y a eu certains approfondissements, notamment mes parents étaient aussi en lien avec les communautés de l'Arche aussi. Et puis, comme ça m'a toujours beaucoup intéressée, j'ai aussi réfléchi sur les actions non violentes, la désobéissance civile, les faucheurs d'OGM, etc., etc. Jusqu'à ce que j'ai vraiment besoin d'approfondir et de pratiquer. Et ça, c'est venu en devenant maman et en fondant une école. Et là, ça s'est plus passé par la communication non violente. Ma porte d'entrée, ça a été Thomas Gordon. Et puis ensuite, Marshall Rosenberg. Ça a toujours été quelque chose de vivant chez moi. Donc, j'ai toujours eu une espèce d'œil un peu critique par rapport à l'outil en lui-même et même le mouvement, en me demandant à chaque fois, est-ce que c'est vraiment non violent ? Qui souffre de violence ? Qu'est-ce que c'est que la violence ?
Jusqu'à ce que récemment, mon éditeur me demande d'écrire un livre sur la violence. J'ai choisi le titre « Et si nous redevenions humains ?» pour vraiment me questionner sur nos origines et nos qualités en tant qu'espèce. Et c'est là que je retrouve vraiment le sens profond de, non pas la non-violence, mais un terme que j'ai emprunté à l'éthologie humaine, c'est le caregiving, qui est une de nos caractéristiques. Et suite à vos recherches pour ce livre, comment vous définiriez la violence ? Pour qu'il y ait situation de violence, il faut 2 facteurs complémentaires. C'est à la fois qu'il y ait une intention, consciente ou inconsciente, de prendre le pouvoir ou un pouvoir sur un être vivant. Et en même temps, pour la personne qui reçoit, il faut aussi qu'il y ait un ressenti de violence. Parce que il se peut qu'une même situation puisse faire une terrible violence à l'un, mais alors même être vécu presque comme de la bienveillance pour l'autre. Non seulement ça, mais en plus, comme nous baignons dans une culture de la domination et de la violence, il y a des manières de parler, des manières de faire qu'on va utiliser dans notre vie courante en pensant que c'est une bonne chose, qu'on fait le bien, puisque on baigne dedans comme le petit poisson qui est dans l'eau. Donc c'est très compliqué parfois de prendre un recul suffisant pour savoir si oui ou non c'est de la violence. Et dans bien des cas, je me suis rendu compte que c'est tellement subjectif que ce qui compte, c'est vraiment le monde du ressenti. Comment je me sens. Pour avoir été médiatrice pendant des années, notamment auprès d'enfants, il y a des fois, les enfants, ils demandaient une médiation pour des choses qui paraissaient vraiment très légères, très anodines. Je sais pas, il m'a traité de chaussette ou des choses vraiment... On ne voit pas la gravité des faits. Et en même temps, je me suis rendu compte que là, ce qui compte, c'est juste le vécu. Qu'est-ce que ça te fait vivre, en fait, ça ? Alors, vos parents, Pierre Rabhi et votre maman, ont cherché une autre manière de vivre, une autre manière de respecter le vivant. Et est-ce que vous diriez que, en quelque sorte, vous avez poursuivi leurs recherches jusqu'à parvenir au noyau fondamental, peut-être à la cause des causes de toute violence, et que cette cause serait la manière dont on traite nos enfants ? Alors, en effet, mon cheminement, ça a été celui-là, parce que mes parents ont pris soin d'écouter leur petite voix intérieure lorsqu'ils se sont rencontrés en région parisienne, où ils étaient tous les deux ouvriers dans une usine, et ils ont vu l'absurdité d'un système qu'ils ont considéré comme aliénant, et ils ont voulu s'en libérer. Et c'était à une époque où c'était assez choquant pour l'entourage, parce que le fait même de renoncer à la modernité, ou en tout cas les acquis de cette modernité, donc les acquis sociaux, le salariat, les congés payés et tout ça, ça faisait une certaine violence justement à l'entourage familial. Donc mes parents n'ont pas été du tout soutenus par leur famille dans leur démarche au départ. Mais leur choix, il était vraiment basé sur un idéal de reconquérir leur mode de vie et de reconquérir aussi un morceau de terre où ils allaient pouvoir travailler respectueusement avec le vivant. Mais leur principale motivation, c'était aussi d'avoir des enfants dans un contexte vivant, enthousiasmant, et qui puissent être ailleurs que sur du béton. Mais lorsque j'étais petite, il y a vraiment quelque chose qui m'a préoccupée énormément, c'est justement la violence entre les humains. Plus tard, en faisant des études en théorie de l'attachement, j'ai vraiment compris que l'enfant a une attente forte et biologique, que les adultes prennent soin des enfants et les rassurent et les mettent en sécurité. Ça, c'est un besoin vital. Et lorsque on grandit et qu'on constate petit à petit, par nos observations, des attitudes des adultes et par aussi le monde scolaire qui comporte pas mal de violence pour un enfant, en fait, si on y pense bien. Ne serait-ce que nous étions des enfants un petit peu sauvages qui couraient dans la nature tout le temps, et d'aller s'asseoir sur un banc pendant des heures, c'était déjà une violence pour le corps, tout simplement. Et l'ennui terrible de devoir apprendre des choses qu'on n'a pas demandées. Et en plus de cela, c'est ajouté les cours d'histoire, moi, qui m'ont terrorisée. En fait, lorsqu'on raconte l'histoire humaine aux enfants, on raconte beaucoup de
de drames et d'actes effroyablement violents des humains les uns contre les autres. Tout ce qui est conquête, tout ce qui est colonisation, tout ce qui est guerre. Moi, je me rappelle que la maîtresse nous racontait les jeux du cirque dans les arènes, en l'Antiquité, les catholiques qui étaient persécutés. Et moi, j'imaginais que ça pouvait arriver dans ma famille, que mes frères pouvaient être appelés à la guerre. Et je trouvais ça tellement épouvantable. Je me disais, mais comment est-ce que l'être humain il peut accepter cette situation-là? Et puis en plus, on les raconte aux enfants de manière complètement banale, comme si c'était normal. Voire avec presque comme si c'était toutes ces périodes de l'histoire étaient vertueuses parce qu'elles nous ont permis d'être là où on est. Et donc, en grandissant, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc qui cloche, quoi. Ça va pas, c'est pas possible qu'on continue d'avancer sur ce chemin sans le remettre en question. Est-ce que vous diriez qu'il y avait une incohérence quand même que beaucoup de personnes vivent entre les idéaux de vos parents et comment, par exemple, ils vous traitaient Absolument, parce qu'eux, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas remis en question, c'est la violence éducative ordinaire. Ils ont remis en question plein de choses, mais sur ce thème-là, c'était... Juste, il reproduisait en plus édulcoré, bien heureusement, parce que mon père a été battu à coups de ceinture. Et ma mère, elle a vécu aussi beaucoup de violence, l'alcoolisme, etc. dans sa famille. Il n'y avait pas de ça, évidemment, chez nous. Mais tout ce qui est de l'ordre de la violence éducative ordinaire n'était pas remis en question. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en grandissant, donc, mon père m'a mis beaucoup de lectures entre les mains. Donc, j'ai pu lire des grands philosophes, des pédagogues comme Montessori. J'ai entendu parler de Steiner, j'ai entendu parler de tout ça. Et à un moment donné, me questionnant sur qu'est-ce véritablement un être humain et comment on en arrive à devenir aussi violent et même à industrialiser la violence, eh bien, j'ai découvert une autrice qui s'appelle Alice Miller. Et en lisant ses livres, pour moi, c'est comme si on avait allumé la lumière, quoi. C'était limpide, vraiment limpide. Et notamment, C'est pour ton bien, sous-titré Racines de la violence dans l'éducation. Et là, j'ai su que c'est ça que je voulais faire, c'est-à-dire promouvoir cette pensée et la mettre en acte. Quand on éduque un enfant, il apprend à éduquer. Quand on fait la morale à un enfant, il apprend à faire la morale. Quand on le met en garde, il apprend à mettre en garde. Quand on le gronde, il apprend à gronder. Quand on se moque de lui, il apprend à se moquer. Quand on l'humilie, il apprend à humilier. Quand on tue son intériorité, il apprend à tuer. Il n'a alors plus qu'à choisir qui tuer, lui-même, les autres ou les deux. Donc c'est un extrait de C'est pour ton bien d'Alice Miller, dont vous venez de parler. Est-ce que, à la lumière de ce qui vient d'être dit, vous pourriez peut-être dire ce qui est pour vous la violence éducative ordinaire? J'ai découvert ce terme de violence éducative ordinaire avec la lecture d'Alice Miller, qui m'a emmenée sur d'autres lectures, notamment Olivier Morel, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une violence qui est manifeste, qui est reconnue, même d'un point de vue international, qui est combattue par des ONG, même par la plupart des gouvernements, des constitutions, etc., en tout cas sur le papier. Donc ce sont des violences que personne ne conteste. En gros, voilà, le travail des enfants, l'exploitation sexuelle, la torture, les bastonnades, etc. Enfin, des violences qui sont vraiment, on ne peut pas les nier. Et il y a une violence qui est beaucoup plus ténue, beaucoup plus subtile et qui s'insinue partout dans nos vies quotidiennes et ordinaires, qui est profondément ancrée dans notre culture, c'est la violence éducative ordinaire. D'ailleurs, les histoires pour enfants en sont vraiment claquées, les chansons pour enfants. Il y a une forme de cruauté inconsciente à soumettre l'enfant au principe de la domination. Et comme ça vient très tôt dans l'accompagnement de l'enfant, on pourrait dire dès la naissance, puisqu'il y a un homme qui s'appelle Frédéric Le Boyer, qui a écrit un livre pour une naissance sans violence, et qui déjà soulignait à quel point la période de la grossesse et l'accouchement sont déjà pourvoyeuses de violences éventuelles pour le bébé, et pour le parent également. Et que c'est un peu toute notre société qui est organisée autour de cette violence ordinaire. Donc, il y a le domaine de la violence éducative ordinaire, mais qui prépare à d'autres violences aussi. Par exemple, qui nous prépare à accepter l'inacceptable. Lorsqu'on doit obéir à une autorité supérieure à laquelle on est soumis parce que on est dépendant,
eh bien ça, c'est une violence qui nous enlève de notre libre arbitre et de notre liberté et de penser et d'agir par nous-mêmes. Et j'estime que l'école et l'éducation ordinaire nous préparent à devenir des citoyens qui sont soumis et qui vont accepter parfois d'avoir une fonction dans la société qui ne correspond à aucune aspiration profonde, où on va finalement vendre notre temps et notre énergie, c'est-à-dire vendre notre vie pour un salaire, sans que cela ne soit porté ni par l'enthousiasme, ni par la passion, ni par l'intérêt, ni même parfois par le moindre élan. Donc on est conditionné à pouvoir obéir à des autorités supérieures et à la fois à un système. Pour moi, tout ça, c'est le monde de la violence ordinaire. Et cette violence éducative, elle est peut-être encore plus violente avec l'enfant, parce que souvent, il y a des choses que nous infligeons aux enfants que nous ne ferions pas avec des adultes tout de même. Et d'ailleurs, il y a des lois aussi qui existent pour protéger les adultes. L'enfant, on peut l'enfermer dans sa chambre pour qu'il réfléchisse, on peut le priver. Je veux dire, si votre patron il vous prive d'un repas ou de je sais pas quoi, on peut porter plainte alors que l'enfant ne peut pas. Et puis aussi, Alice Miller fait bien le parallèle entre cette violence qui paraît presque ordinaire et la violence extraordinaire qui s'est déployée sous Hitler. Et c'est pour ça que dans la citation que vous avez faite, il est mentionné que la violence reçue, soit on se l'inflige, soit on l'inflige aux autres, soit les deux, effectivement. Donc ça devient un système. Parce que lorsque le modèle relationnel connu, celui dans lequel nous baignons depuis notre plus tendre enfance, est celui de la domination, eh ben c'est le seul que nous connaissons. Après, nous devenons incompétents pour coopérer, pour écouter, pour être écoutés. Et cette incompétence, elle a des conséquences extrêmement graves, puisqu'elle se manifeste aussi d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue international. Alice Miller est d'origine autrichienne et elle a une partie de sa famille qui a été déportée. Et c'est ce qui l'a mise en route aussi dans sa réflexion. Elle s'est demandé comment est-ce qu'on peut manifester une violence tellement extrême à l'égard de ses congénères. Et ce qu'elle a découvert, c'est que on ne naît pas violent, on le devient. Donc déjà, il y a une dimension culturelle à la violence. Elle dit aussi que ce qui est un peu systématique ou systémique, c'est le fait que lorsque tout un peuple ou toute une génération baigne dans la violence éducative ordinaire, eh bien, elle va avoir tendance à avoir un déficit d'empathie. Aujourd'hui, ce déficit d'empathie, on sait le mesurer grâce aux neurosciences, à l'imagerie. L'empathie, c'est un potentiel et on arrive maintenant à voir que c'est un potentiel qui peut ne pas se développer dans le cerveau. Et pour que l'empathie se développe, il faut que l'enfant reçoive lui-même de l'empathie. Et donc, au cours de ce phénomène totalement effrayant, effarant, que nous avons vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été de mettre en œuvre un génocide, mais c'est un génocide qui a été perpétré par des gens très instruits. Sur les 23 ou 24 chefs nazis qui ont été jugés à Nuremberg, il y en avait 21 qui avaient fait de très hautes études. On avait des médecins, des doctorants, des architectes, une culture très élevée. C'est des gens qui allaient à l'opéra, qui avaient des lettres, etc. Et donc là, le phénomène, d'après Alice Miller, en tout cas, c'est que on devient nazi lorsqu'on n'a pas reçu de l'empathie suffisamment, doublé d'un devoir d'obéissance très fort. Parce que pendant les jugements, beaucoup de réponses disaient « mais c'est parce que c'était les ordres ». Donc, il y a ce devoir d'obéissance qui fait qu'on ne s'appartient plus à un moment donné, mais qu'on appartient à une métaconscience, une métastructure où on agit un peu comme des marionnettes. Et contrairement à cela, il y a des études qui ont été menées sur des justes. Ceux qu'on a appelés les justes, c'est des personnes qui ont pris des risques pour protéger des populations en danger. Des gens qui ont abrité des juifs, qui les ont cachés dans le grenier, qui leur ont donné à manger, qui les ont aidés à passer des frontières, à fuir, etc. En prenant eux-mêmes des risques très importants. Et lorsqu'on a regardé aussi qu'est-ce qui faisait la différence entre ces personnes et d'autres personnes qui s'étaient comportées différemment, on s'est rendu compte que les justes témoignaient en très grande majorité d'avoir reçu une éducation empathique, d'avoir eu des parents bienveillants. Donc ça fait toute la différence. Parce que c'est dans les situations de crise qu'on voit vraiment ce dont un être humain est capable. D'ailleurs,
Il est capable très souvent du pire, puisque on sait qu'en période de guerre, il y a aussi pas mal de... Ce que Alice Miller appelait l'abréaction, c'est-à-dire de la violence accumulée qui va se débrider dans des situations extrêmes, ou des situations de meute, des situations où on est ensemble et on va faire des choses abominables et qu'on ne ferait pas soi-même tout seul. Donc il y a aussi cette stimulation de la dynamique de groupe qui fait que si il y a plusieurs personnes qui vont réagir de la même manière, et ben il y a un phénomène d'entraînement aussi. Et la seule manière de résister à ça, c'est vraiment d'avoir des fondations solides dans justement l'empathie, la bienveillance. Alors, vous avez parlé donc d'Alice Miller, vous avez parlé de la prise de conscience qu'a été pour vous la maternité. Et je crois que c'est suite à ça que vous avez souhaité créer une école, la ferme des enfants. Et j'aimerais beaucoup que vous retraciez un petit peu ce cheminement. Effectivement, lorsque j'ai découvert Alice Miller et puis tout ce potentiel humain qui m'a passionnée, parce que je me suis dit, là, il y a vraiment une manière de sortir de la violence éventuellement, même si c'est un projet qui est gigantesque et il faudra sans doute plusieurs générations pour y arriver. Mais si on commence pas à faire le premier pas, on n'ira nulle part. Donc, c'était vraiment cette idée. Et c'est un cheminement, effectivement, parce que ça a commencé par la naissance. Pour moi, la motivation très, très forte d'accoucher à la maison, en étant accompagnée par une sage-femme libérale merveilleuse, de bienveillance, de confiance, un monde à part, où tout d'un coup, on se sent reconquérir un territoire volé, qui est celui de pouvoir accoucher par soi-même, avec ses propres ressources, et remettre le monde médical à sa place, qui est la place de la pathologie, de l'urgence, voilà, mais pas de l'ordinaire de la naissance. Donc, j'ai 4 enfants qui sont nés à la maison. Et ensuite, ça a été la rencontre aussi avec des organismes comme la Leche League pour être soutenus dans l'alimentation naturelle de l'enfant, à la demande, donc de se reconnecter aux principes vivants. Et là, je peux reconnecter aussi avec cette petite provocation que je fais lorsque je dis que moi, j'accepte d'obéir à mes enfants. C'est que le bébé, quand il se manifeste, lui, il est dans une existence qui obéit aux lois naturelles, à l'intelligence de la nature. Et moi, j'ai envie de suivre ça parce que, avec mon mental d'adulte, je m'en suis tellement déconnectée que je sais plus trop où on en est. Et que se remettre complètement dans ce présent qui accueille ce qui est, avec des enfants qui sont tellement proches de la source naturelle vivante, ça m'a permis de m'émerveiller, de rentrer dans ce dialogue avec même le tout petit pour essayer d'être au mieux du caregiving et de nourrir ses besoins. Ça a été tout un cheminement qui m'a amenée à me questionner aussi sur la manière d'instruire. Puisque l'instruction est obligatoire, nous sommes dans cette société qui exige que les enfants soient instruits, sachent lire, écrire, compter. Ce qui me semble en fait même pas une question, dans le sens où on les oblige pas à parler leur langue maternelle, et ils le font. On les oblige pas à marcher sur leurs 2 pieds plutôt que sur les mains. Donc je sais pas, il y a quelque chose d'assez évident. Tu arrives dans une culture, tu grandis dans cette culture, tu acquiers les codes de cette culture. Et c'est vraiment tout le travail aussi de Montessori, de dire mais calmons-nous, la pédagogie c'est juste le monde spontané de l'enfant en fait. C'est parce que lui, s'il voit tout le monde lire, il va vouloir lire. S'il voit tout le monde cuisiner, il va vouloir cuisiner. S'il voit tout le monde jouer de la musique, il va jouer de la musique. Donc faisons en sorte que l'environnement soit enrichi autour de l'enfant et il va pouvoir acquérir tout ça. Et donc ça m'a énormément parlé et j'ai trouvé que c'était aussi en continuité avec ce que j'avais vécu avant avec mes enfants. Donc l'allaitement, l'accouchement à la maison, le cododo, etc. Et donc on est arrivé tout simplement à l'idée d'ouvrir une école dans la ferme de mes parents, dans un environnement vivant. Et la question de la non-violence est arrivée très 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 vite parce que je me suis dit oui, c'est chouette d'organiser une école dans un milieu vivant, ouvert, etc. Mais si les adultes ne sont pas à la hauteur des aspirations empathiques des enfants, on peut aussi faire des dégâts avec une très très belle pédagogie. On peut aussi ne pas respecter ce qu'est l'enfant en profondeur et puis l'amener dans des malentendus, dans du sectarisme, des dogmes. Et surtout, on peut aussi nourrir à travers même une pédagogie différente ce schéma de domination en disant voilà, moi je sais ce qui est bon pour toi,
J'ai la vérité, elle n'est pas à l'éducation nationale, elle est ici avec une autre belle pédagogie, etc. Donc, pour moi, c'était aussi une évidence qu'il fallait éviter ce piège. Et la communication non violente m'a vraiment permis de travailler, mais vraiment comme un pétrissage vraiment de profond et long de comment est-ce qu'on peut être dans le respect les uns des autres, quel que soit notre âge, dans le respect de ce que nous sommes venus faire aussi, sans que, ou avec le moins possible, ce rapport de pouvoir qui viendrait s'immiscer. Oui, alors justement, concernant la communication non violente, souvent, moi j'entends que c'est plutôt destiné aux adultes. Pour moi, c'est un outil très adapté à l'enfance, mais je ne le trouve pas si adapté que ça au monde des adultes. C'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà. Et alors, la raison est très simple. C'est que, effectivement, un enfant qui est en train de grandir, son cerveau est en construction. Et il va s'appuyer d'abord sur son cerveau reptilien qui lui permet d'être dans sa survie. C'est vraiment ce qui va se construire en premier. Et puis son cerveau limbique qui lui permet d'exister aussi émotionnellement, relationnellement, affectivement. Et qui va prendre une place très importante dans l'enfance. Voilà pourquoi les enfants ont des émotions. Ils pleurent, ils ont peur, ils ont des réactions émotionnelles. Et ça, c'est vraiment le monde de l'enfance. Et grandir et devenir adulte, maturer, c'est petit à petit que le néocortex vont s'élaborer et vont permettre de construire des circuits qui peuvent dépasser la réaction du système limbique. Donc petit à petit, on a des compétences qui naissent, des ressources, on peut imaginer des solutions, prendre du recul, différer, créer, etc. Donc ça, ce sont vraiment les fonctions les plus élaborées, mais aussi les plus lentes dans le cerveau. Et le problème étant que comme l'émotion est dépréciée et qu'elle est dévalorisée dans notre culture, la plupart des enfants n'ont pas la possibilité d'élaborer ce cheminement. Ce qui fait qu'on devient des adultes très anxieux ou très souffrants ou très en réaction, colériques, agacés. On manque de ressources face à l'adversité, face à l'événement. Donc, ce qui va encore se présenter en premier, très souvent, c'est l'émotionnel, un émotionnel souffrant. Et ça, c'est vraiment une carence éducative, pour moi, très lourde, qui nous poursuit et qui fait qu'ensuite, on va dépenser des petites fortunes chez le psy, parce qu'il n'y a pas souvent cette compétence du parent, de l'éducateur. On n'apprend pas, tout simplement. Donc, pour moi, la CNV de Marshall Rosenberg, qui se découpe en observation, sentiment, besoin, demande, je trouve que le cheminement est totalement adapté à l'enfant. Un enfant, oui, il a vraiment des émotions fortes, donc il a vraiment ce sentiment qui se manifeste avec beaucoup d'intensité. Et il a des vrais besoins parce que lorsqu'on est petit, dépendant et vulnérable, on a besoin d'assistance pour remplir nos besoins. Mais devenir adulte, c'est aussi arriver à remplir ses besoins par soi-même. Donc, pour moi, la CNV est plus adaptée au monde de l'enfant qu'au monde des adultes. Donc, moi, je l'ai beaucoup utilisée pour dialoguer avec mon enfant intérieur et pour reformuler ce que les enfants autour de moi pouvaient dire, beaucoup plus que pour moi me manifester en tant qu'adulte. Moi, ce qui peut me déranger parfois dans la communication non violente lorsqu'elle est utilisée avec les enfants, c'est que les enfants, ils vont vraiment se brancher sur la vibration émotionnelle qu'on voit l'adulte. Et là, pour eux, ça peut être extrêmement perturbant. Parce que si je dis à mon enfant, tu as pris ton petit déjeuner et puis dans la cuisine, il y a des cornflakes partout sur la table. Enfin, partout, ce serait pas de la CNV. Mais il y a des cornflakes sur la table, il y a du lait, ton bol de ton petit déjeuner est resté, etc. Je me sens agacée parce que j'ai vraiment besoin de respect pour le ménage que j'ai fait, ou j'ai besoin de soins pour notre intérieur, j'ai besoin de... Voilà. Il y a quelque chose qui est lourd là-dedans pour l'enfant, de recevoir ça du parent comme un fardeau. Alors que lorsque le parent est dans la légèreté, la simplicité, lorsqu'il ne cherche pas à éduquer son enfant, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire de lui une bonne personne parce qu'il a déjà la conviction que c'est une personne merveilleuse et parfaite telle qu'elle est, et qui ne cherche pas à le transformer, mais qui juste cherche à être connecté à son enfant, qui est connecté à la joie, connecté au vivant, ça se transforme complètement. C'est-à-dire tiens, on a oublié de ranger le petit-déj, on s'en fout quoi de tout ça. Et moi, j'ai vu trop de gens utiliser la CNV pour finalement
arriver à être reconnus dans leurs souffrances, dans leurs émotions souffrantes, à faire quelque chose de ce paquet là, inconfortable qu'on porte en soi lorsqu'on grandit sans l'accompagnement adéquat, en fait. Et que c'est une manière, finalement, de le mettre un peu plus justement en mots, mais que ça ne n'enlève pas. Ça n'enlève pas l'émotion qui, en fait, à la base, est juste « Mais pourquoi il y a tout ça sur la table ?» En fait, c'est ça. Et puis, surtout... pourquoi t'as pas rangé un écho avec quel traumatisme j'ai imprimé avec le désordre. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça qui se manifeste. Pourquoi j'ai un nœud au ventre si la cuisine est en désordre? Vous dites dans votre livre que vous avez pratiqué depuis 20 ans la CNV. C'est très exigeant. Très peu de personnes ont ce courage, ont cette envie d'aller jusqu'au fond, en fait. Moi, je sais, j'ai un ami qui m'a dit un jour, non, mais moi, si tu commences à me dire, oui, alors j'observe que si, que juste tu me dis si je te fais chier, en fait. Il préfère dire la chose, quoi. Moi, j'en suis arrivée là, souvent. Ouais. Surtout que j'ai gravité dans beaucoup de milieux dits bienveillants, qui se sont montrés épouvantablement malveillants, mais à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai presque dans le monde ordinaire, entre guillemets, de la société normale, moi, j'ai jamais vécu une telle violence. Donc là, ça fait beaucoup réfléchir. Parce qu'on se dit, bon, oui, ce sont des personnes qui se saisissent d'outils, qui se saisissent d'un dogme, qui se saisissent d'une croyance, d'un idéal. Mais est-ce que c'est vécu? Oui. Ouais, on va y revenir, hein, mais j'aimerais quand même que vous précisiez un petit peu comment vous avez utilisé la CNV au sein de votre école. La communication non violente, dans notre école, la ferme des enfants, elle a vécu de 2 manières très fortes. D'une part, c'est devenu une exigence que toute l'équipe soit formée. Et la deuxième chose qui a été instaurée à partir de 2016, donc les 5 dernières années de l'école, ça a été la médiation CNV au quotidien. Donc, un espace où on vient déposer une problématique rencontrée, ça peut être une transgression de règles, un problème interpersonnel, aussi bien un petit qui demande un grand en médiation, un grand qui demande un petit, les adultes entre eux, un adulte qui demande un enfant, enfin, ça, vraiment n'importe quel membre de la communauté peut appeler un autre membre ou plusieurs autres membres. Ça peut être un groupe de copines qui se prennent la tête, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, on demande une médiation. Et il y a un médiateur à disposition tous les jours pendant au moins 2 heures qui vient accueillir toutes les demandes. Donc, et qui va appeler les médians, qui les installe en cercle autour de lui et qui va déposer la problématique au centre. Et là, on va tirer ce cheminement OSBD, donc observation, sentiment, besoin, demande, mais de manière collective et de manière partagée. Il n'y a jamais cette notion de il y a une victime et un coupable. Même si un enfant a frappé un autre enfant, on ne va jamais aborder l'événement sous cet angle-là. Parce qu'on va éviter au maximum de stimuler le triangle, qui est aussi une base de notre culture, de la violence, victime, bourreau, sauveur. On essaye de s'extraire de ça et de se dire, quoi qu'il arrive, tout événement qui se manifeste nous concerne de manière assez équivalente et on va regarder ensemble ce que ça nous fait. Normalement, quand on sort de médiation, on doit se sentir soulagé. Des fois, rien que le fait d'avoir formulé les choses et d'avoir reconnu les faits, reconnu la situation, pour les enfants, très souvent, ça soulage énormément. Et alors, est-ce que vous avez le souvenir d'une médiation qui a peut-être paru complètement impossible au début et qui s'est complètement résolue Oui, j'en ai vécu pas mal. Et, par exemple, une qui avait lieu entre un jeune adulte apprenant, donc dans notre école, et alors lui, il a grandi en banlieue avec plein de gros mots, plein de rapports de force. Son monde, c'était vraiment le monde de la violence, hein. Mais alors, maintenant, j'ai du mal avec ce qualificatif de violence parce que je ne sais plus qui est le plus violent d'entre les mondes. Violence manifeste, en tout cas. Oui, telle qu'elle est vue comme de la violence dans la société. Et ce jeune homme est venu dans notre école et il a fait réagir certains enfants. Parce que même s'il avait un très grand cœur et beaucoup d'élan vers les enfants, dans l'enthousiasme à partager, tout ça, il était extrêmement maladroit par rapport aux repères que nous, on avait dans l'école. Et donc, je me rappelle, par exemple, d'une fille de 10 ans qui le supportait, mais très, très mal. Parce qu'elle lui pointait toutes ses maladresses. Il est arrivé qu'on conclue votre relation, elle est tellement difficile que peut-être éviter juste d'être ensemble dans les ateliers, etc. Et c'était sa demande à cette jeune fille. Et elle le rappelait en médiation pour lui dire « Tu m'as regardé. On avait dit qu'on n'était plus en lien et toi, tu m'as regardé. » Et ça allait jusque-là, quoi. Vraiment dans des détails. Et lui, il se disait, mais où on va comme ça? Enfin, ils sont fous, ces enfants, qui ont autant d'exigences. Mais
souvent, les enfants apportent des choses extrêmement justes. Parce que le regard, il n'était pas neutre au fond. Et elle l'avait capté et elle donnait avec beaucoup de précision, beaucoup de détails, ce qu'elle ressentait dans ce regard. Et c'était extraordinaire parce qu'on a fait une exploration tellement détaillée de ce que ça peut être la relation, de où peut se loger la violence, etc. Et lui, ça l'a fait cheminer, mais d'une manière extraordinaire. Ils étaient maîtres l'un pour l'autre, en fait. Ouais. Et parce que elle aussi, dans son intolérance, dans son côté tranchant par rapport à des exigences de bienveillance, elle a énormément cheminé aussi. Et est-ce qu'ils ont réussi finalement à faire relation? Mais ils sont devenus inséparables. C'est pas vrai. Mais c'était incroyable. Enfin, il y a tellement d'estime qui est née entre ces deux personnes. Que moi, moi, rien que pour ça, je donnerais beaucoup, beaucoup pour pouvoir ouvrir une école comme celle-là. Parce que des exemples comme ça, de la beauté du potentiel relationnel humain, c'est manifesté tellement de fois. C'est un trésor, c'est précieux. Alors cette école, si j'ai bien compris, donc vous l'avez d'abord installée dans la ferme de vos parents, puis vous avez créé un éco-village qui s'appelait le Hameau du Buis, vous l'avez installé dans cet éco-village, et je crois que c'est le moment où vous avez vraiment libéré cette école, même des apprentissages, qui est née une tension très grande au Hameau du Buis entre les habitants et l'école. Oui, il y a de ça, c'est-à-dire que l'éco-village a été créé autour de l'école. Donc, c'est vraiment l'association La Ferme des Enfants qui a développé ce projet, qui a rassemblé un collectif. Au début, c'était que des personnes retraitées dans le cadre d'un projet intergénérationnel. Et puis, petit à petit, il y a des familles aussi qui se sont agrégées à ce projet-là pour vivre dans le hameau. Et effectivement, à l'époque où le projet a été créé, on était plus focalisé sur la pédagogie Montessori, où il y a déjà beaucoup de liberté pour l'enfant. Et puis, c'est une pédagogie qu'il faut comprendre en finesse aussi, parce que sinon, on peut la caricaturer. Dans le sens que Montessori, c'est une didactique qui peut soutenir de manière très précoce les apprentissages, et qu'il y a pas mal de gens qui s'en sont emparés pour que les enfants soient performants. Ce qui n'est pas du tout l'idée de Montessori. Montessori, c'était vraiment être au service des besoins de l'enfant, des besoins de développement de l'enfant. Et en se mettant au service et en observation de ses besoins, elle s'est rendue compte que, effectivement, il y a des périodes sensibles qui sont très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait imaginer avec nos repères culturels institutionnels, où on commence à lire, par exemple, à partir de 6 ans. Donc, elle a vu que les tout-petits, quand on les laisse faire, quand on les accompagne, ils s'intéressent aux lettres beaucoup plus tôt. Dès qu'ils ont fini de, quelque part, élaborer le langage oral, ils sont déjà sur l'écrit. Parce que ça rentre tout seul, c'est naturel. Donc, elle a mis à disposition des outils qui permettent d'apprendre par soi-même. Et on est parti de cette pédagogie, aussi des inspirations de pédagogie institutionnelle, où l'enfant a la parole, où il va prendre des décisions, il va faire de la pédagogie de projet, etc. Donc vraiment l'enfant au centre dans les pédagogies actives. Et à un moment donné, on s'est rendu compte en équipe que l'adulte portait encore beaucoup le dispositif et qu'on luttait contre des énergies vivantes chez les enfants. Et notamment parce qu'on subit la pression du programme. Comme on a dit, il faut que tous les enfants apprennent la même chose au même moment. On ne peut pas travailler et grandir dans la sérénité. Il y a toujours cette épée de Damoclès. Est-ce que mon enfant est normal? Est-ce que mon enfant est performant? Est-ce qu'il va avoir une bonne situation? Donc, une bonne scolarité, des bonnes notes, un bon diplôme, etc. Donc, il y a cette pression sur l'individu qui est continue et dont les écoles alternatives n'arrivent pas toujours à s'affranchir. On déployait des trésors de ressources pédagogiques pour intéresser les enfants à des sujets qui parfois étaient tellement loin d'eux et qu'ils n'avaient pas demandé. Et les enfants nous questionnaient beaucoup là-dessus. Ils disaient, mais pourquoi tu veux que j'apprenne ça? Mais ça, je le sais déjà, mais ça va me servir à rien dans ma vie. Tu t'en sers, toi, dans ta vie, en vrai? Ou pourquoi je dois apprendre une langue qu'on ne parle pas? Et on se dit, mais c'est pas normal. En fait, nous, on est au service des besoins des enfants, puis on est en train de courir après pour dire, mais oui, tu as besoin. Mais qu'est-ce que je sais, moi, des besoins? Et donc, lorsque dans le monde entier a émergé, parce que c'est vraiment la conscience, c'est extraordinaire, parce que souvent, elle est clos au même moment sur des continents différents. Parce que comme étant en lien avec des écoles internationales, j'entendais mes collègues dire, oui, là, on est en train de changer beaucoup de choses. Là, on a envie de libérer les enfants. Puis là aussi, puis là. C'est le moment aussi dans les années 2010-2015 où il y a eu des nouveaux inspirateurs
Il y a eu André Stern, il y a eu Clara Bellard avec son film Être et devenir. Il y a eu vraiment, on s'est remis à parler des écoles démocratiques, mais en grande partie grâce à Ramin Farenghi et Marjorie Bautista qui ont fondé l'école dynamique à Paris. Donc nous, on a été aussi dans ce mouvement-là. Et en 2016, après avoir beaucoup préparé et les parents et la communauté, après avoir décidé à zéro objection en équipe pédagogique, donc on était une vingtaine d'adultes à ce moment-là, de modifier le projet pédagogique, on a libéré les enfants. Donc, on leur a dit, maintenant, l'école est à vous. C'est vraiment votre lieu d'apprentissage. Et on va arrêter de vous dire ce que vous avez à faire, quoi. On est là pour soutenir tous vos élans, tous vos enthousiasmes, toute votre créativité. Voilà. Et alors, en parallèle, il y avait quelque chose qui se tramait dans l'éco-village? Oui, alors c'est quelque chose qui était sous-jacent, qui était déjà là. Je pense qu'il y a pas mal d'adultes qui étaient déjà en difficulté, même avec la proposition de la non-violence, de la pédagogie alternative, etc. Enfin, ça faisait beaucoup de débats, est-ce qu'on est vraiment non-violent? Est-ce que Sophie est dans le pouvoir ou pas? Parce qu'en tant que porteur de projet, forcément, et directrice de cette école, j'étais à une place où c'était très, très facile de me pointer en tant qu'autorité. Donc, il y a eu beaucoup de projections sur Laurent et moi. En plus, ça faisait vraiment le masculin et le féminin. Donc, tous les règlements de compte qu'on a vis-à-vis de papa et maman, sont ressortis aussi. Nous, on les a sans doute aussi beaucoup stimulés. On a été maladroits, on a tâtonné, on a cherché comment nous-mêmes nous sortir de ces schémas de domination. Donc, on s'est beaucoup formé à ce moment-là. Ça, c'est le côté positif, c'est qu'on est allé chercher vraiment un peu partout dans la gouvernance dynamique, l'holacratie, la sociocratie. Comment faire autrement que de s'imposer, même en tant que créateur. Mais on a perdu notre communauté dans ce chemin parce que je crois qu'il y a un moment où le naturel est revenu au galop. Lorsqu'on n'a pas eu accès à la manière de sortir de la relation dominant-dominé, ou qu'on fait pas suffisamment le chemin, qui est un chemin vers soi d'abord. Moi, ça fait 20 ans que je suis en thérapie, quoi. Plus de 20 ans. Ça fait, ma fille, elle a 23 ans, ça va faire 24 ans que je me brasse, que je fais des stages, des formations. Je vais voir, quoi, en moi, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas facile, parce que j'ai plein de paquets aussi à déballer. Mais c'est un effort. On n'est pas capable d'imposer cet effort-là à un collectif. Ça en est venu à ce que vous soyez expulsés. Enfin, la ferme des enfants a été expulsée. De notre propre projet, ouais. Comment ne pas désespérer de la non-violence dans ces conditions? J'ai compris ce que c'était que la nuit noire de l'âme après ça. Parce qu'en plus, j'ai perdu mon papa dans la foulée. Enfin, ça a été l'expulsion du hameau des Buis et puis le décès de mon père. Et là, moi, vraiment, je suis descendue à l'extrême sous-sol comme jamais, en perdant aussi le sommeil, des choses qui m'étaient jamais arrivées dans ma vie. Et je sais que j'ai pas fini ma traversée, parce que là, c'est encore assez récent. Mais même si c'est extrêmement dur, il y a quelque chose qui se manifeste, qui est de l'ordre du juste là-dedans. Parce que si on en est arrivé à ces extrêmes-là, c'est que la souffrance, elle est à cet endroit-là aussi. Bien sûr, c'est très éprouvant. Bien sûr, ça peut être extrêmement désespérant. D'autant plus que tout notre collectif était formé à la communication non violente, par exemple. On avait une charte magnifique autour du respect, de la bienveillance, etc. Et ça a fini dans des actes, mais vraiment banalement violents. Enfin, des choses extrêmement... jusqu'à expulser des personnes de leur cabane en venant les chercher physiquement leurs affaires, démonter des portes, des fenêtres. Enfin, ça a été une folie. Une folie. Nous, on pouvait... Ce que j'ai raconté récemment à des amis, qu'on partait plus en vacances parce qu'on n'était pas sûr de retrouver notre école si on partait. Parce qu'on ne savait pas s'ils allaient tout mettre dehors, tout démonter. Voilà, donc c'était une violence absolument extrême. On a été traités de squatteurs. Dans notre projet qu'on a créé, on a sué sang et eau, on a travaillé sans compter. On se faisait des 80-90 heures par semaine avec 4 enfants. Donc, c'est un effort considérable qui nous a beaucoup porté, une aventure géniale. Et en même temps, d'en arriver là, à cette conclusion-là, on est à la limite de l'inacceptable. Oui. Après, on touche à l'inacceptable. Ah oui, moi, ça me caresse. Ouais. Je sais pas comment vous avez fait, ça me touche, en fait. Oui, je comprends parce que je le vois chez d'autres aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on me raconte des histoires similaires, moi, je suis très affectée.
Et ce qui m'a le plus affectée, c'est la privation d'école pour les enfants qui étaient tellement bien. Jusqu'au dernier marché, parce que tous les semaines, il y avait un marché avec les habitants qui étaient en train de nous expulser. Les enfants ont dansé sur le marché. Et là, moi, je regardais ça et je me dis, voilà, ils sont en train de danser. Et là, on est en train de tous nous mettre dehors, en fait, de les priver de... Il y a des enfants qui ont dit, mais c'est chez nous, en fait. Là, vous êtes en train de parler de chez moi. Moi, j'ai grandi ici, je suis là depuis que j'ai 2 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai 12 ans, j'ai 14 ans. Et vous êtes en train de me priver de mon chez-moi, en fait. C'est ma 2e maison. Et les enfants qui disaient, c'est ma 2e maison. Mais en même temps, avec l'impuissance, puisque la justice s'est positionnée et qu'on a perdu, en tout cas, la manche où on a décidé de lâcher l'affaire aussi. On aurait pu aller en appel, temporiser, attendre, redépenser des dizaines de milliers d'euros en avocat. Mais on a dit, stop, ça suffit. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de violence mimétique où on va trouver un bouc émissaire, donc là c'était vous, ils vous ont expulsé, ça va un peu mieux, et dans ce cas on serait dans une répétition perpétuelle de la violence, et où est la lumière là-dedans en fait? Tout à fait, alors c'est complètement ça, parce qu'il y a eu une dynamique de groupe, et la dynamique de groupe c'est quelque chose qui fait peur. Parce que moi je l'ai vécu de très près en voyant des gens qui étaient des amis, en qui j'avais 100% confiance, basculer dans la dynamique de groupe et adopter un narratif qui ne leur appartenait absolument pas, mais qui appartenait au groupe. Et tout d'un coup, on voit tout un collectif qui répète les mêmes phrases, qui dit les mêmes choses, qui adopte le même argumentaire. Et là, ça fait très peur, parce qu'on se dit, en fait, l'humain est capable de sombrer dans une logique qui lui échappe, en fait. Et ça va très, très vite. Et moi, je me suis vue faire aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, donc, merci à cette expérience. Si quelqu'un commence à être indésirable dans un collectif, puisque là on est à nouveau dans un collectif, et qu'il y a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes qui vont commencer à dire un peu la même chose de la personne en question, moi j'ai vu comment j'ai pu me mettre de ce côté à un moment donné, c'est-à-dire me décentrer vers la majorité. Parce que c'est très confortable. C'est très confortable. À un moment donné aussi, ça nous fait sortir de l'impuissance, parce que lorsque c'est impossible de réconcilier les gens, et quelque part c'est très vite de dire, il y a un méchant, il y a des gentils. Et là, on a dû se positionner très récemment avec Laurence sur, en fait, on va pas reproduire ça. Et de pouvoir le dire à notre groupe. Ça, on y a déjà goûté, on y a déjà participé. Et en fait, c'est toxique pour nous, d'autant plus que c'est comme si on avait reçu un vaccin, là. Moi, je sais qu'il y a un endroit de moi où je peux pas le vivre un autre épisode comme ça. Ça ne sera pas possible. Je préfère devenir ermite ou partir, tu vois, avec un camion, un camping-car avec mon amoureux. Puis... Voilà. Et pourtant, je vois que dans d'autres oasis, d'autres collectifs, ils vivent aussi ces situations-là, et que souvent, il y a des exclusions qui sont faites et qui forcément font une violence terrible à celui qui exclut. Et là encore, merci de nous avoir fait vivre l'exclusion, parce que je sais aujourd'hui ce que c'est que d'être exclu. Je le sais, mais dans toutes mes cellules. Et donc, quand quelqu'un est exclu, même socialement, tu vois, une personne, on n'a plus trop envie de lui parler, on n'a plus trop envie qu'il soit dans les réunions, on n'a plus trop envie de lui dire bonjour, même parfois. Je sais ce que cette personne est en train de vivre, en fait. Et pour moi, c'est plus acceptable. Quoi qu'elle ait faite. Ouais. Mais alors, est-ce que pour éviter quand même, parce qu'on ne souhaite pas ça pour la société future, est-ce que si l'empathie est développée quand même dès l'enfance, la naissance, etc., ça pourrait éviter ce genre de choses? Est-ce que c'est ce que vous défendez? Complètement. Et donc, moi, j'ai trouvé ça merveilleux d'accompagner les enfants avec empathie, mais je me suis régalée. En fait, c'est très nourrissant pour la personne qui adopte cette posture aussi. C'est que lorsqu'on se met à la hauteur d'un enfant, qu'on l'écoute pleinement, qu'on lui fait complètement confiance dans ce qu'il est en train de manifester, même si c'est de la colère. Et bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts. Moi, les premières colères de mes enfants, ça a été épouvantable pour moi. J'ai cru que je devenais une sorcière, que j'allais les piler ou les sortir par la fenêtre, quoi. Tellement ça m'insupportait, leur colère. Pourquoi? Parce que moi, dans ma culture, la colère, elle était pas du tout désirable. C'était une mauvaise chose d'être en colère. C'était même très impoli. C'était inécoutable, la colère. Donc, moi, quand j'étais en colère, soit on me faisait des yeux énormes pour que j'arrête, soit on m'isolait.
Donc, quand mes enfants se mettaient en colère, rage, alors les petits, ils sont géniaux, ils se roulent par terre, ils hurlent, et alors ils s'en fichent complètement de qui il y a autour. Hein. Vous êtes au restaurant ou dans un magasin, et hop là, petit exercice pratique, allez hop. Et c'est génial, parce que ça nous permet vraiment de cheminer. Mais au début, j'étais complètement démunie et tellement atteinte. Et moi-même en colère. Et ma thérapeute me disait, mais en fait, il y a 2 enfants dans cette situation, il n'y en a pas qu'un. Et elle m'a fait cheminer vers la compréhension qu'être adulte, c'est tout autre chose. C'est pas du tout raconter à son enfant que c'est pas bien ce qu'il fait, que c'est inacceptable, qu'il est une mauvaise personne, qu'il fait des caprices, etc. C'est être adulte, c'est être en mesure d'accompagner avec empathie, de s'offrir à cet instant pour pouvoir soutenir la décharge émotionnelle, accompagner dans la difficulté et offrir sa force et ses ressources à l'enfant qui est complètement, lui, pris. Ce qui m'a beaucoup aidée, ça a été d'identifier que lorsque nous sommes dans une émotion perturbatrice, une réaction émotionnelle, nous sommes dans notre part d'enfant. Et du coup, moi, ça m'a énormément aidée parce que je l'ai tellement repéré. Ma thérapeute, elle me disait, être adulte, c'est ne pas avoir d'émotion. Je dis, non, mais alors du coup, on est des robots, on est quoi? Parce que même, elle me disait, ah non, mais au contraire, le contraire du robot, c'est que quand tu n'as plus l'émotion perturbatrice, qui est comme un rideau entre toi et le réel, tu deviens sensible. Mais sensible, c'est pas être dans ses émotions, c'est vraiment être disponible, en fait. Et de pouvoir recevoir toutes les subtilités d'une situation sans jugement. Alors, ça fait 2 ans, donc vous êtes installé maintenant près de Toulouse. Vous avez créé une nouvelle oasis que vous appelez Pool Art, ou Pool Art, je sais pas comment on dit, en référence bien sûr à Harry Potter et à son école de sorciers. Alors, pourquoi ce nom et comment vous envisagez cette nouvelle expérience forte de votre vécu à la fois riche et douloureux au hameau du Buis? Alors, Boulard, à vrai dire, c'est le nom du quartier ici. Non. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on était en pleine crise, avec certains parents, on se disait non, mais de toute façon, il faut créer une autre école, ça s'appellera Poudlard, comme non. Et on arrive ici, ça s'appelle Poulard. Et le Poulard, on a appris que c'était une variété de blé ancien, qui ne se fait plus d'ailleurs. Mais c'est le nom de ce petit quartier. Et le propriétaire avait créé ce jeu de mots, Pool Art, parce qu'ici, il a toujours élevé des poules. Et c'est quelqu'un qui était très ouvert sur la vie artistique, sur l'art de vivre, etc. Donc, il avait fait ce jeu de mots avec une petite apostrophe, Pool Art. Ça lui faisait très plaisir qu'on reprenne le terme. On avait réfléchi à des choses beaucoup plus transcendantes, genre, l'oasis, je sais pas, des 7 cercles, des choses beaucoup plus chamaniques. Et puis, on s'est dit, non, mais Poulard, ça nous met bien les pieds sur terre, dans la terre, ça nous va très bien. Et en même temps, il y a cette petite dimension Harry Potter qui est sympa, parce qu'on a besoin de métamorphoser, d'alchimiser, en fait, cet héritage qui est le nôtre et qui nous rend la vie plutôt un petit peu compliquée sur le plan relationnel. Mais dire ce qu'on est venu vivre ici, à vrai dire, on était dans une telle situation d'urgence et de sauver nos meubles pour partir quelque part et continuer. En fait, lorsqu'on est parti de notre lieu précédent, c'était vraiment pour continuer, pour dire non, c'est pas possible que l'école s'arrête, en fait. C'est pas possible que cette école, elle ferme et que juste on laisse tous les enfants sur le carreau. Et même si on doit recommencer avec d'autres enfants, faut y aller. C'est trop beau ce qui se passe, c'est trop utile pour qu'on abandonne. Et en fait, c'est pas exactement ce qui a pu se passer, parce qu'on est arrivé sur un lieu qui, pour nous, était idéal pour voir une école, au niveau de l'espace, de la géographie, etc. Et où l'administration nous a dit, pas question de voir une école ici, vous êtes en zone agricole, donc c'est complètement fermé à l'ouverture d'une école. Donc on a dû faire avec cette réalité, prendre à nouveau cette épreuve, l'accueillir, mais en même temps, il y avait de la sagesse dans cette épreuve-là parce que c'était pas du tout raisonnable. Après tout ce qu'on avait vécu, c'était épuisé de réaccueillir des enfants. Enfin, je veux dire, il fallait qu'on s'occupe de nous avant de s'occuper des enfants et du lieu qu'il a fallu réhabiliter complètement. Chaque jour, on s'est levé avec cette même chose en tête, c'est prendre soin. On va prendre soin du lieu. Alors, prendre soin de nous, c'est passé un petit peu derrière, du coup. Et ça, c'est assez problématique, mais c'est en train de revenir maintenant complètement sur le devant. Prendre soin des rescapés du hameau des Buis qui sont arrivés ici. Prendre soin de notre installation, prendre soin de nos enfants. Et justement, je me demandais, avec
tout ce que vous avez fait, construit au hameau du Buis, avec la ferme des enfants, maintenant à Poulard, et donc avec 4 enfants. Pardon, mais j'en ai que 2. Je fais 3 fois moins. Et je ne sais pas comment vous avez fait pour prendre soin aussi de votre famille. Comment vous faites? C'est quoi votre secret, quoi? C'est vrai que moi, quand je me retourne sur notre histoire et que je regarde comment on a construit 20 maisons sur un bout de garrigue, avec 2 enfants qui sont nés en plein chantier à 1 an d'écart et 2 qui n'étaient pas si vieux que ça, avec un divorce problématique avant et des relations avec le papa qui étaient compliquées, plus toutes les embrouilles humaines qui viennent se manifester tout le temps dans le quotidien, et plus une école qui est en train de s'épanouir parce qu'elle a beaucoup grossi pendant ces années-là, plus des animaux, plus un jardin, plus voilà, tout ça. En me retournant sur cette histoire, je me suis dit, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas aussi assez pris soin d'un endroit où il y a de l'équilibre aussi. Mais ce qui nous a porté, ça a été vraiment notre couple, déjà, avec Laurent. Ça nous a encore confirmé, en fait, les épreuves qu'on a vécues. Donc ça, je crois énormément à la force du couple pour le vivre et aussi à l'amour familial, parce que mes parents nous ont beaucoup soutenus aussi. Et mon père a été aussi quelqu'un qui, moi, m'a toujours donné beaucoup de force, c'est-à-dire au moment où j'étais complètement désespérée, il m'a souvent rebranché sur pourquoi on fait les choses et pourquoi on est là et pourquoi lui, jusqu'au bout de sa vie, il se sera engagé. Et c'est une énergie, ça. Et vos parents vous ont suivi finalement dans cette ultime révolution qui est celle des enfants, puisque eux ne l'avaient pas fait. Comment ils ont vécu ça? Ça a été difficile parce qu'ils se sont sentis fortement remis en question. Il y a des moments où moi, c'était assez frontal avec mes parents, tout en vivant avec eux. Donc, parce que j'ai eu mes enfants chez eux. Les 4 sont nés chez mes parents. Et du coup, il a fallu que je me positionne. Mais ça nous a fait du bien, en fait, parce qu'on a tous repris notre place dans cette affaire. Et mes parents ont finalement, on peut me dire que mon chemin était juste pour eux aussi. Et qu'ils le comprenaient, même si ils se sentaient pas capables d'avoir ce niveau d'écoute, de dévouement et de transformation de leur schéma éducatif. Déjà, c'est merveilleux qu'ils vous reconnaissent dans ce chemin. Oui, ça c'est. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où vraiment ils n'étaient pas d'accord, où ils se sont battus avec leurs contradictions face en disant non, mais là tu vas trop loin dans la liberté de l'enfant, tu vas trop loin dans la dévotion aux enfants, parce que ils me voyaient parfois très fatiguée à allaiter 2 enfants, à les porter, à les accompagner, tout ça. Ils me disaient non, mais c'est de la folie en fait ce que tu es en train de faire. Personne fait ça. Je dis si, de plus en plus de parents justement, et puis peut-être qu'on est juste un peu des grands primates et que finalement on fait juste le job. Quand tu vois une petite mésange ou un rouge-gorge, les efforts qu'il fait pour nourrir ses petits, je sais plus combien de centaines d'allers-retours fait une maman oiseau dans la journée pour aller nourrir sa progéniture. C'est ça la nature aussi, c'est beaucoup de dévouement au vivant. Et il y a quoi de plus beau en plus je veux dire, moi, s'il y a quelque chose que j'ai envie de servir dans ma vie, c'est la vie, en fait, et à commencer par celle de mes enfants. Je suis là pour ça, en fait. Et je vois que le fait que mes enfants sont grands aujourd'hui, que même des membres de ma famille qui auraient vraiment pas parié, qui ont toujours lutté contre nos manières d'éduquer notre enfant, aujourd'hui, ils sont émerveillés, en fait. Donc finalement, ça relie aussi, ça finit par rallier et relier. Merci beaucoup, Sophie Raby-Bouquet. Avec plaisir, Célia, merci. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom
moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Les moulins de mon cœur. Cette chanson de Michel Legrand a été choisie par Sophie Rabi parce qu'il a raconté qu'enfant, sa mère acceptait souvent de le laisser devant son piano plutôt que d'aller à l'école. Cela ne nous dit pas grand-chose de son éducation, mais sa mère n'a-t-elle pas bien fait de suivre la raison d'être de son fils ? Respecter la volonté, le consentement, les aspirations des enfants, c'est d'abord lutter contre la violence éducative ordinaire. On peut la définir comme un ensemble de pratiques culturellement admises, utilisées quotidiennement envers les enfants dans l'intention de les éduquer, alors qu'il s'agit de faits de violence physique, verbale ou psychologique. L'Observatoire de la violence éducative ordinaire, OVEO, est une association créée dans le but d'informer le plus largement possible l'opinion publique et les responsables politiques sur la pratique de la violence éducative ordinaire dans les familles et les institutions. Elle dénonce la domination adulte qui s'exerce contre les jeunes personnes dans notre société et qui est encore trop largement méconnue, alors qu'elle est sans doute la source de nombreuses dominations systémiques et interpersonnelles. C'est pourquoi nous avons souhaité avec Sophie Rabi soutenir cette association dans le cadre du podcaston, en espérant que vous aurez envie de la connaître et d'y adhérer en vous rendant sur le site oveo.org. Et pour découvrir d'autres podcasts et d'autres associations, rendez-vous sur le site